Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode hors série de Chef. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de marque employeur et de communication interne. Ces sujets sont à mon sens très liés au management puisqu'une bonne stratégie de marque employeur interne et externe permet d'attirer les talents, de les engager, de les fidéliser, de leur donner du sens. Alors pour parler de ce sujet, j'ai invité mon amie Jeanne Deplu, qui est l'hôte du podcast Staff et créatrice de contenu pour les marques. J'espère que ce format vous plaira et vous sera utile surtout. Si c'est le cas, dites-le moi et partagez l'épisode autour de vous. Enfin, pour ne rien louper des aventures de Chef, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter. Le lien d'inscription est en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Jeanne Deplu. Bonjour, moi c'est Jeanne, je suis la créatrice du podcast Staff. Bonjour, moi c'est Sophie, je suis la créatrice du podcast Chef. Aujourd'hui, on unit nos forces pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, la communication interne. Et la stratégie de marque employeur. Jeanne, on parle de marque employeur. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant que spécialiste du sujet, ce que c'est qu'une marque employeur ? Alors la marque employeur, en gros, c'est la promesse de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des collaborateurs et les problématiques de recrutement. Donc c'est à la fois, on parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui comme une image de marque pour attirer des candidats. La marque employeur, c'est bien une marque, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise, et elle est la même que ce soit pour attirer des candidats ou pour les engager, les fidéliser au quotidien. Ok, en partant du principe qu'un candidat est un futur collaborateur. Exactement. L'expérience collaborateur peut influencer aussi le choix des candidats et l'envie des candidats de rejoindre l'entreprise. Voilà, tout à fait. Tout est lié. Et il faut absolument une cohérence si on veut garder les candidats qui rejoignent l'entreprise entre la marque employeur externe et la marque employeur interne. Ok, donc on a compris ce que c'est qu'une marque employeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une stratégie de marque employeur réussie ? Est-ce que tu as des conseils pour réussir sa stratégie de marque ? Alors le premier conseil, je viens de l'évoquer, c'est que ça soit pas simplement une jolie surface ou un site carrière ou des publications LinkedIn qui enjolivent un peu les choses. L'autre condition de réussite, mais qui est vachement liée à ça, c'est faire avant de dire, on dit toujours. C'est-à-dire que peu importe, même si vous faites peu, l'idée c'est de partager un processus d'amélioration, enfin voilà, de partager ce que vous pouvez partager, mais de ne pas raconter n'importe quoi et d'être vraiment cohérent entre ce qui est raconté aux collaborateurs et ce qui est raconté en externe, parce que c'est ça qui peut provoquer le pire résultat, je pense, pour tout le monde. Oui, je te pose la question de ce qu'est une marque employeur réussie, mais là tu dis la pire des choses, c'est que ça soit pas cohérent et qu'en fait, comme en marketing, que le collaborateur ou le candidat, il se rende compte qu'on lui a menti. Oui, exactement. Ça, c'est exactement le même principe, je pense. C'est juste qu'aujourd'hui, l'expérience collaborateur, ça bouge, on la met plus en avant, j'ai l'impression que on y pense de plus en plus. Et moi, un des trucs qui m'a toujours étonnée, c'est que on investit énormément en marketing pour attirer des clients. C'est pour faire un autre parallèle, tu vois, un peu entre le marketing et la marque employeur, et beaucoup moins finalement pour engager ses collaborateurs, alors que les piliers de l'entreprise, les premiers piliers, en tout cas c'est la vision à laquelle j'adhère, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quand même les collaborateurs, ensuite les clients, ensuite les futurs clients. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, et on inverse souvent les investissements qu'on met sur ces trois parties. Et c'est intéressant de voir, je pense, aujourd'hui l'expérience collaborateur comme ça, afin de s'y intéresser, de structurer les choses et d'investir plus de temps, d'en faire un vrai sujet dans l'entreprise. Ok, tu dis une marque employeur qui marche, c'est déjà une marque employeur qui est cohérente entre ce qui est fait et ce qui est dit. Et il vaut mieux faire avant de dire. Faire avant de dire. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner ? Le deuxième conseil, c'est qu'il faut que ça soit une volonté de la direction de l'entreprise et que ça soit porté par elle. C'est-à-dire que déjà, pour initier une démarche de marque employeur, c'est quelque chose qui se fera pas justement en un jour ou en une semaine.
Donc c'est un gros projet, il faut y consacrer du temps. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise, etc. Bien sûr. Du coup, il faut que les collaborateurs ressentent que il y a une volonté de faire ça selon un objectif défini, que ça soit de donner plus de sens, engager, attirer des candidats. Voilà, on peut très bien, ça peut être le premier objectif peut être d'attirer des candidats, et les collaborateurs peuvent le comprendre. C'est pas pour les engager ou pour leur donner du sens à eux, mais pour attirer des meilleurs candidats, et c'est leurs futurs collaborateurs aussi, donc ils peuvent très bien comprendre, même si c'est pas un objectif qui les concerne directement, que c'est l'objectif de ça, mais il faut mieux l'expliquer, et ce message-là, il doit être porté par quelqu'un, et assumé et communiqué. Il doit y avoir vraiment, comme la marque, hein, c'est pareil qu'une marque client finalement, c'est pareil, il faut qu'il y ait une vision qui soit cohérente, partagée, qui ait un cap qui soit donné et porté surtout. Les 2 dernières conditions de réussite, je pense que déjà, il faut que ça soit donc certes incarné par la direction, mais collaboratif. Donc après, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. C'est compliqué, selon la taille de l'entreprise, d'impliquer tout le monde. On peut pas impliquer tout le monde, mais il faut qu'il y ait une volonté d'impliquer en tout cas différentes parties prenantes de cette marque employeur, parce que tous les salariés vont être concernés et impactés par ça. Alors ça peut se faire par des ambassadeurs, il faut plutôt des personnes volontaires, inclure des personnes plutôt volontaires. Ce qui n'empêche pas, à des degrés différents, de communiquer aussi et d'impliquer l'ensemble des salariés à un instant ou à un autre. C'est pas forcément dès le départ, faut que ça soit porté par un petit nombre, je pense, au début, parce que sinon, l'autre écueil, ça peut être de demander son avis à tout le monde et finalement de pas du tout prendre les avis des gens. Et ça, du coup, c'est un peu contre-productif, parce qu'on aura sollicité des salariés sur un projet pour donner leur avis et finalement, on fait autre chose, donc vaut mieux pas le prendre dans ces cas-là, sur tout ce qui est vision, mission. Vaut mieux le faire avec une équipe restreinte, mais après, ça n'empêche pas d'impliquer tout le monde à différents stades du projet. Ok, donc ce que je retiens, c'est qu'une marque employeur réussie, c'est une marque cohérente avec ce qui se passe dans l'entreprise, une marque incarnée et qui réponde aux besoins d'information des collaborateurs. Ça peut être collaboratif au sens peut-être des besoins et des informations dont ils ont besoin pour faire leur job et évoluer dans l'entreprise, mais ça peut aussi être collaboratif dans la création de contenu ou pas forcément. C'est une bonne question. Les deux, je le situe et au niveau de la stratégie, parce que par exemple, tu vois, alors après tout dépend de la taille de l'entreprise, mais pour réfléchir aux valeurs de l'entreprise, on en parle beaucoup, c'est un des enjeux quand même de l'identité de marque employeur, qui est la première étape. On pourra y revenir, mais qui est la première étape d'une stratégie de marque employeur, c'est définir son identité. Donc tout ce qui va être vision, mission, valeur, et c'est des choses importantes, mais qui doivent pas être sortir de son chapeau. Pour définir des valeurs, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de faire participer différents salariés et de faire émerger à travers des exercices collaboratifs, donc avec la facilitation, faire émerger des valeurs par des actions et par des règles qui sont déjà dans l'entreprise, pour que les salariés puissent dire il se passe ça et pour moi ça correspond à telle valeur aujourd'hui. Donc voilà, de façon à faire émerger plutôt les valeurs plutôt que de les inventer et de dire nous on veut être bienveillant alors qu'on ne l'est pas. T'as un exemple spécialement. J'ai un exemple qui, je crois, m'a été donné par Kevin Duchier, le DRH de Germinal, quand je l'ai interrogé. C'est un de nos invités communs. Et il me racontait que tu vois que un des exemples, c'est par exemple des entreprises qui se disent comme valeur être collaboratives et à côté ont un fonctionnement avec des primes individuelles. Donc là, il y a forcément une incohérence entre la valeur affichée en interne et en externe et la règle de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important de faire participer différentes parties prenantes et différents collaborateurs à cette démarche stratégique aussi, si on peut, pas tous, mais certains, pour faire émerger les choses de la réalité et donc de différentes réalités aussi, et pas que la réalité de la direction. Après, au niveau création de contenu, donc ça sera vraiment dans un second temps, mais ça peut être très intéressant pour les collaborateurs qui le veulent de co-créer des contenus, que ça soit en interne ou vis-à-vis de l'externe, ou en tout cas de partager des choses, leur expérience collaborateur, leurs difficultés qu'ils ont rencontrées à l'instant T. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés pour donner un petit peu, partager leur histoire avec leurs collègues ou avec de futurs collègues. Après, il faut toujours que ça soit sur la base du volontariat et pas quelque chose qui est obligatoire, parce que tout le monde n'est pas à l'aise de le faire, tout le monde va pas forcément vouloir partager ses histoires, ses expériences. Donc, ok, tu dis quelque chose d'intéressant quand tu prends l'exemple avec Kevin. Finalement, on parle de marque employeur et d'expérience collaborateur. Moi, je m'étais dit la marque employeur, c'est peut-être plutôt de la com et du marketing.
Mais en fait, quand tu parles de structure de rémunération, ça l'est pas du tout. En fait, ça, c'est pas de la communication, c'est vraiment une pratique RH et managériale qui a lieu au sein de l'entreprise. Donc, tout doit être cohérent. Donc, on invite aussi nos auditeurs, nos managers, RH, dirigeants d'entreprise à penser une stratégie de marque employeur globale, à la fois dans les contenus, les messages qu'ils diffusent, mais aussi dans leurs décisions au quotidien, de la manière dont fonctionne leur entreprise. Oui, c'est ça. Alors, je dirais quand même plutôt que la marque employeur, quand elle va être réfléchie, part de la réalité. Mais c'est ça, elle doit prendre en compte ce qui se passe au global dans l'entreprise. Après, ce qui se passe dans l'entreprise peut évoluer en fonction de la tournure qu'on veut donner à son entreprise, de l'organisation qu'on veut changer ou pas. Mais en tout cas, la marque employeur ne doit pas, c'est faire avant de dire encore une fois, c'est-à-dire que la marque employeur ne doit pas dire bienveillant ou collectif, alors que c'est un objectif dans 3 ans. Non, pour l'instant, nos valeurs, c'est ça, ça, ça. Et il y a toujours des valeurs intéressantes, et ça peut être l'excellence au lieu de collectif, l'excellence individuelle, la performance, et ça peut se justifier. Tout peut se justifier du moment que c'est cohérent, et surtout que c'est pas incohérent avec ce qui est fait et raconté dans l'entreprise, parce que au niveau des salariés, des collaborateurs, ça peut être assez terrible qu'il y ait une incohérence là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors, on peut peut-être venir dans le fond du sujet, parce que on parle de pas mal de choses. Qu'est-ce qui constitue une marque employeur? Tu parlais de valeurs, tu parlais de mission, tu parlais de tout ça. Enfin, concrètement, c'est quoi une marque employeur et comment je peux la construire ensuite? En gros, la marque employeur, c'est tout ce que renvoie l'image que renvoie l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur et en interne. Et une stratégie de marque employeur, en tout cas, elle est constituée de plusieurs étapes. Le pilier, c'est l'identité de marque employeur qui se réfléchit, selon moi, exactement comme une identité de marque, c'est-à-dire que c'est des ateliers collaboratifs qui ont vocation à préciser la promesse employeur, donc ce qui rend l'entreprise unique et en gros les avantages et bénéfices que tire le salarié en échange de son travail. Ça peut être donc tout ce qui est politique RSE, RH, managérial, organisation. Enfin voilà, c'est tout ce qui constitue l'entreprise et qui va offrir telle ou telle chose ou pas à un salarié, un confort ou autre. L'identité de marque employeur, elle définit aussi la vision, le cap, la raison d'être de l'entreprise, les engagements de l'entreprise. Alors, il peut y en avoir ou pas, hein. Encore une fois, il vaut mieux que ne pas les inventer s'il y en a pas, c'est pas grave. Mais souvent, une marque, une entreprise se construit avec un but précis. Enfin voilà, il y a toujours une vision derrière, un objectif, une mission qui existe derrière le projet. Des valeurs. Les valeurs de l'entreprise qui sont importantes, encore une fois, parce qu'elles vont déterminer pas mal de choses et elles sont importantes à identifier. Après, ce qui est important, c'est de fixer ses objectifs. Donc, une marque employeur, elle peut servir plein d'objectifs, d'image, de bien-être, d'engagement au travail, d'adhésion, sentiment d'appartenance, attirer des candidats. Il peut y avoir des objectifs prioritaires, elle peut viser plus nous notre gros problème c'est qu'on n'arrive pas à attirer les bons candidats. On peut en tout cas commencer sa stratégie de marque employeur avec cet objectif-là. C'est que ça aura un impact, si tu veux, sur le plan d'action et les contenus qui vont être créés derrière. Mais ça n'aura pas d'impact sur l'identité de marque employeur. L'identité sera la même et les messages qu'on veut faire passer seront les mêmes. Mais c'est important donc de les fixer pour après pouvoir notamment définir des métriques et évaluer un petit peu ce qu'on fait. Troisième pilier, c'est de bien connaître ses cibles. Donc là, c'est comme en marketing, mais les cibles, c'est les collaborateurs. C'est à la fois plus complexe et à la fois parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes différentes. Les collaborateurs ont pas un profil type forcément, mais à la fois ils sont à portée de main, contrairement à des clients. Donc on peut les interroger, leur demander leur avis beaucoup plus facilement en fait. Il suffit juste de les solliciter et en général les collaborateurs sont contents en fait d'être sollicités, qu'on leur demande leur avis sur l'entreprise. Donc on peut s'inspirer de la technique des persona marketing et enrichir ça avec des interviews, des questionnaires par mail. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques pour mieux comprendre les sujets qui leur importent, leur niveau de satisfaction et en fait les contenus qui vont être créés derrière doivent s'adapter à ça et prendre en compte ce qui intéresse les collaborateurs, quels médias ils écoutent, est-ce qu'ils sont satisfaits de tel ou tel si c'est dans le cadre d'un projet de transformation, comment ils le vivent, comment le projet impacte leur travail, leur quotidien. Donc suivant le projet, il faut en tout cas interroger les collaborateurs. Et ensuite, je pense moi en tout cas que c'est mieux, c'est conseillé comme en stratégie de marque, de définir une charte éditoriale, une vraie ligne éditoriale avec les arguments, le langage, le ton, les canaux médias, sujet et format à diffuser sur quel canal, et un plan de communication après
à travailler, à diffuser au sein des équipes, etc. Ok, donc dans ce que tu dis, moi je distingue un peu deux choses. Il y a la définition de ma marque employeur, les valeurs que je veux faire passer, les engagements que je veux faire passer, un peu issus de ma culture d'entreprise finalement. Je regarde ce qui se passe et je me dis tiens sur quoi je vais communiquer qui peut être chouette et qui peut donner envie, etc. Ensuite, je regarde auprès de qui j'ai envie de communiquer prioritairement, mes collaborateurs, mes candidats, mes nouveaux salariés, ceux qui partent, je sais pas, enfin peu importe. Et là, j'adapte mon message, j'adapte le ton, le sujet, l'information dont ils ont besoin, etc. Et finalement, au plus j'ai d'objectifs, au plus j'ai envie de toucher de monde, au plus je dois bien connaître les cibles que j'ai envie de toucher. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu quand même un effet d'entonnoir. Ouais. Et les cibles et leur parcours et leur place dans le parcours, un peu candidat inconnu presque, candidat qui ne te connaît pas encore en tant qu'entreprise, à salarié, voire ex-salarié. Ouais. Et ça aussi c'est important parce que ça va déterminer beaucoup les canaux de communication. Ça sera pas pareil si le but c'est de donner du sens à un projet de transformation en interne que si c'est de faire connaître l'entreprise auprès d'une certaine audience parce qu'on n'arrive pas à les attirer. Ça va déterminer aussi un peu les grands canaux de communication. Ok. Est-ce que tu as un exemple concret peut-être d'une stratégie de marque employeur qui toi t'a marqué dans un bon sens comme dans un mauvais sens, mais écoute, moi la première entreprise comme ça qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Shine, donc qui est une néobanque en ligne pour les indépendants. Et parce que je trouve que autant ils ont vraiment construit et leurs produits et leur organisation de la même façon. Enfin, il y a une vraie, j'ai l'impression, démarche un peu similaire entre expérience client et expérience collaborateur. Ils ont déjà construit, je les admirais beaucoup parce qu'ils ont vraiment construit leurs produits, donc qui est une appli bancaire, enfin un outil bancaire, avec les clients, avec les premiers clients, avec plein de bêta-tests, mais vraiment d'une façon hyper forte, pointue, ouais. Ils l'ont fait vraiment à fond. Et ils le font toujours. Il y a toujours un groupe, si tu veux, avec les retours, feedback sur chaque nouvelle feature, etc. Enfin, c'est en continu. Ils construisent toujours ça. Et au niveau de leur marque employeur, alors moi je connais pas exactement tout ce qui se passe en interne, mais en tout cas ils ont, pour connaître des gens qui travaillent là-bas, il y a quelque chose de très cohérent et qui se sent et très authentique et sincère dans le partage. Ils ont toujours partagé, si tu veux, des choses qui font vraiment des engagements qu'on sent sincères. Ils ont une vraie volonté d'aider les indépendants. On sent leur mission d'entreprise sincère, donc c'est important aussi, ça motive beaucoup les collaborateurs. On a envie de rejoindre l'entreprise aussi pour ça, parce qu'on sent qu'il y a une mission qui est affirmée, des engagements qui sont réels derrière, donc en ça, ils ont vraiment très bien réussi, mais je pense que ça a du sens, parce que c'est ce qu'ils pensent vraiment, en tout cas moi j'y crois. Et après, ils communiquent toujours après avoir fait, et ils partagent. Et ils partagent des difficultés, ils vont partager les difficultés sur un process, sur comment on a obtenu B Corp et comment on a obtenu notre première note, et elle était catastrophique, un peu catastrophique, mais c'est très dur à avoir. Donc ils osent aussi partager tout ce qui ne peut ne pas aller, et ça je pense qu'aujourd'hui c'est très important, notamment pour les entreprises qui veulent attirer des publics plus jeunes, qui ont du mal à attirer les millennials, etc. C'est très important de partager aussi ce qu'on veut améliorer. Voilà, toujours c'est un peu comme l'entretien d'embauche, le présenter en axe d'amélioration, mais c'est important d'être transparent pour gagner la confiance aussi des gens, d'être plus transparent sur ce qui va pas, parce qu'on sait, tout le monde sait, personne n'est dupe, quand on voit défiler 8 pubs à la télé et que toutes les marques deviennent vertes, c'est un peu étrange. elles se sont pas toutes transformées au niveau de leur process et de fabrication, etc. en 3 ans et demi, donc aujourd'hui les gens sont en recherche de partage plus authentique sur les bons côtés comme les moins bons, je pense. Si je fais un peu le lien avec la stratégie de marque employeur et les facteurs clés de succès, à la fois il faut faire avant de dire, et un des facteurs clés de succès, quoi qu'il arrive, c'est d'être transparent et d'être authentique. Ouais. Ça, peu importe finalement la stratégie de marque et les valeurs qu'on a, qu'on soit collectif, qu'on soit
je sais pas, hyper créatif, qu'on ait envie d'être très engagé pour l'environnement. Mais être authentique, c'est toi un de tes conseils. Ça fait partie de l'immersion en fait et de la puissance d'une marque employeur. Ouais. Puis on essaye. Voilà, faut quand même. C'est Et avec une volonté d'essayer quand même derrière. Ouais. Si c'est juste pour dire, bah ça on le fait pas, on est mauvais, on va rester mauvais, c'est moins intéressant à partager. Vaut mieux pas le partager. Mais oui. Et en plus de l'authenticité, oui, partager le processus. Ça plaît aux gens en fait. Ils apprennent des choses et Shine ça le fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il va y avoir voilà un article qui détaille comment ils sont préparés à la certification B Corp, et ça aide aussi plein d'entreprises. Donc il y a une espèce de partage aussi de processus qui est intéressant pour tout le monde et qui plaît aux gens et qui marche beaucoup et qui donne beaucoup en visibilité grâce à ça parce que ça aide les gens aussi. Ok, très clair. Super, merci. Avec plaisir. Alors moi je voulais te poser quelques questions sur le sujet de la com interne. Pour toi, quelles sont les grandes problématiques RH qui pourraient être résolues aujourd'hui par une meilleure communication interne ? Peut-être je vais répondre à ta question, pas que sur les problématiques RH, mais RH pur, mais en tout cas les problématiques humaines dans l'entreprise. Donc ce RH-là. En fait, un collaborateur, comme tu le dis, il a besoin d'authenticité parce qu'il a besoin de comprendre où il est. Il a besoin de savoir ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il a besoin d'informations pour savoir comment exécuter peut-être un travail. Voilà, il a besoin de comprendre les codes de son entreprise. Et donc pour ça, l'entreprise doit communiquer dessus. Je vais prendre un exemple qui peut paraître peut-être bateau aujourd'hui, mais dans mon ancienne entreprise qui était Wavestone, c'est une entreprise Great Place to Work, vraiment moi que j'apprécie beaucoup et dans laquelle j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé travailler. Et on s'est rendu compte il y a quelques années, quand j'étais RH, qu'on avait quand même quelques sujets liés au sexisme ordinaire, à la fois en interne et en externe aussi de la part de clients vis-à-vis de nos collaborateurs et surtout de nos collaboratrices. Et en fait, on s'est surtout rendu compte que les managers ne savaient pas, et même les collaborateurs ne savaient pas comment réagir quand ils étaient victimes ou témoins de problématiques de sexisme ordinaire. Donc il y avait très peu de cas graves ou autres, mais voilà, c'était notamment après MeToo, quand la parole a commencé vraiment à se libérer, on sentait que les gens étaient un peu perdus, ne savaient pas exactement comment réagir et quelle était la ligne directrice finalement de l'entreprise. Du coup, on a communiqué dessus. Et la direction générale, l'équipe RH, on a fait un grand plan de communication interne pour expliquer que bien sûr c'était des pratiques qu'on condamnait et expliquer tout le processus de remontée d'alerte, d'écoute et que c'était des pratiques qui étaient condamnées par l'entreprise. Mais tant qu'on n'avait pas fait ça, tant qu'on n'avait pas expliqué la ligne directrice et le cap de l'entreprise, les collaborateurs ne savaient pas comment se comporter vis-à-vis de ça. Ni même ceux qui pouvaient peut-être avoir des propos de sexisme ordinaire n'avaient pas en tête que c'était quelque chose qui était condamné par l'entreprise, et ceux qui étaient victimes ne savaient pas qu'ils pouvaient ne pas être d'accord avec ces propos-là. Voilà, et donc en fait ça a permis de clarifier très vite ce qui était admis ou pas dans l'entreprise. Donc ça, moi, c'est vraiment un point important qui est le sujet de communication interne. Ça permet de savoir ce qui est admis dans l'entreprise, ce qu'on peut faire et comment on peut le faire aussi. Si je prends un autre exemple sur le sujet de la formation, on peut avoir envie de se former, mais si on sait pas comment se former, si on connaît pas les outils, si on n'y a pas accès, les RH peuvent mettre en place des super choses. Si on le sait pas, on pourra pas se former. Donc voilà, donc il y a vraiment des sujets, tout le fonctionnement en fait de l'entreprise, que ça soit des choses très concrètes et un peu très pratico-pratiques comme l'accès aux plateformes de formation en ligne, ou des choses vraiment qui régissent les règles de vie en entreprise, comme la position sur des sujets un peu touchy et un peu nouveaux, comme le sujet du sexisme, et il y en aura sûrement d'autres à venir. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser un petit peu au rôle des valeurs, mais c'est le rôle aussi, de cette ligne directrice, d'aider les gens à prendre des décisions. Exactement. Et dans ton exemple des managers face au sexisme ordinaire, c'est hyper intéressant parce que si la ligne avait été fixée, ça donne des clés en tout cas pour réagir, des clés de comportement. Ouais. Et peut-être ce qui est important par rapport à ça, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la communication interne, c'est une matière vivante. C'est-à-dire que on peut pas communiquer tout parfaitement sur tous les sujets.
une entreprise, elle évolue, elle vit, la société aussi évolue de manière générale, et il y a des sujets sur lesquels on n'avait pas besoin de communiquer il y a quelques années, où ça devient nécessaire de communiquer. Je parlais du sujet du sexisme, qui est quelque chose peut-être d'un peu lourd, mais le sujet du télétravail, plus récemment. Il y a encore 2 ans, on avait beaucoup moins besoin d'avoir des infos sur je sais pas, la politique de télétravail ou les accès au bureau, ou enfin voilà, tout un tas de choses, parce qu'on était dans les locaux et que la com, elle passait dans les locaux. C'est un nouveau sujet qui arrive. Ouais. Et à ton avis, pourquoi jusqu'à maintenant, les entreprises ne se sont pas emparées du sujet de la com interne, parce que tu dis, tu vois, les RH peuvent mettre en place de super choses, des politiques de formation géniales, mais au niveau de la communication, il va parfois y avoir un blocage, et là, c'est pas suffisamment communiqué. Pourquoi? Alors que c'est des énormes budgets, j'imagine, qu'on met dans ces projets de formation, etc. Donc c'est... Alors moi, mon expérience sur le sujet de la com interne, c'est que c'est un peu le parent pauvre, en fait, soit de la communication, soit des RH. Et que comme c'est une fonction qui peut être parfois portée par les 2 fonctions, voire parfois par l'IT, parce que c'est l'IT qui est owner de l'intranet, en fait, personne n'est vraiment propriétaire et en charge du sujet de communication interne. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je pense dans les organisations, savoir très précisément qui est responsable du sujet de la communication interne, et ensuite, c'est de toute façon une fonction qui est pour moi centrale dans l'entreprise. Donc cette fonction doit travailler avec toutes les parties prenantes et beaucoup plus de fonctions dans l'entreprise, mais au moins il y a une tête pensante, une tête qui donne la stratégie de l'entreprise. Donc un des premiers écueils, moi, que je peux voir, c'est que on n'a pas de responsabilité et que les responsabilités sont parfois trop partagées. Ensuite, tu le disais aussi tout à l'heure, beaucoup d'entreprises voient la richesse financière de leur entreprise et la performance économique de leur entreprise à travers le prisme client, mais parfois pas assez à travers le prisme collaborateur. Et en dehors même de mettre de l'argent au service du client, ils vont considérer que les collaborateurs, ils sont dans l'entreprise, donc ils savent. C'est un peu, je sais pas, comme quand on est dans une famille, par exemple, on va avoir tendance à être plus tolérant vis-à-vis de ses amis que de sa propre famille, parce que sa propre famille, ils doivent savoir, ils doivent peut-être être parfaits, ils doivent avoir un don d'ubiquité. C'est un peu pareil pour les collaborateurs. Et en fait, ce qui est pas le cas, et c'est encore moins le cas dans des grosses sociétés réparties sur plusieurs sites, à l'international, etc. Donc en fait, pour moi, on doit prendre soin aussi bien de ses clients que de ses collaborateurs, et ça passe à la fois par le service rendu, et aussi la manière dont on communique et dont on diffuse l'information. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pas toujours fait parce qu'on prend pas le temps. Je pense très souvent par manque de prise de conscience que les collaborateurs, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe, autant besoin de savoir que les clients, voire beaucoup plus besoin de savoir ce qui se passe dans leur entreprise que les clients. Ouais, c'est hyper intéressant, et ça, ce que tu dis sur la nécessité qu'il y ait une personne à la tête de ce sujet de la com interne, mais qu'elle devrait travailler dans tous les cas avec le marketing, avec les RH, puis tous les salariés, tous les projets de l'entreprise. C'est hyper intéressant, et ça me fait penser que j'ai l'impression, moi, qu'il y a un peu, tu sais, le marketing qui se désintéresse, une espèce de désintérêt peut-être de la com interne par des équipes marketing, parce que c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas des objectifs de CA, et donc ces équipes qui sont aussi très orientées sur l'expérience client et la performance économique, comme tu dis. Et de l'autre côté, des RH qui sont un peu frileuses aux techniques marketing et qui voient un peu le marketing comme la bête noire, de la manipulation, etc. Donc les deux, finalement, des espèces d'a priori sur l'une et l'autre l'un ou l'autre des sujets qui les bloquent un peu à travailler ensemble, alors qu'elles ont plein de choses à s'apporter, selon moi. Tu vois, il y a vraiment plein de sujets en commun, en tout cas de techniques et de stratégies à adapter à l'une et à l'autre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas si c'est de la méfiance, peut-être dans certaines entreprises. Je pense beaucoup de la méconnaissance et du fait que ce sont deux services qui sont pas amenés à travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas les mêmes cibles. Pour autant, les techniques sont assez similaires, et tu parlais tout à l'heure de Kevin Duchier. Moi, c'est quelque chose que j'ai retenu de son passage dans Chef. Notamment, il m'avait expliqué que il cherchait à recruter plus de femmes et à avoir un pipe de candidates
pour Germinal et que il a commencé, lui c'est quand même un marketeur à la base, et que sa première action ça a été de relire les annonces de recrutement et de s'assurer que ça parlait à des femmes. Et il s'est rendu compte que en fait ça parlait beaucoup à des hommes et ça parlait pas trop à des femmes, et donc il a retwisté un peu ses annonces pour que ça parle plus à des femmes. Et là il a eu beaucoup plus de réponses de femmes et de candidatures de femmes en tout cas. Donc effectivement il a adopté une technique marketing au service du recrutement, mais on pourrait faire la même chose au service de l'expérience collaborateur interne. Oui, totalement. Ouais, c'est hyper intéressant. Si je reprends mon exemple de la formation, si la responsable formation adopte la même stratégie pour que ses collaborateurs connaissent davantage l'offre de formation, identifient les blocages pour lesquels les gens ne connaissent pas l'offre de formation et communiquent beaucoup plus dessus en interne, ou fait passer des messages plus impactants, peut-être que les gens se formeraient plus. Ouais. Oui, carrément. Mais c'est en ça qu'il y a vraiment un pont entre les deux, entre marketing et communication interne. C'est évident. Ouais. On parlait des écueils aussi de la communication interne. Moi, je pense qu'une autre difficulté, c'est dans les moyens, effectivement, que la communication interne peut avoir. Parce que ce que j'observe, c'est que beaucoup de communication interne passe par l'intranet et par l'écrit. Par l'intranet ou par des newsletters. Et par l'écrit, alors que on pourrait utiliser beaucoup plus de formats et de formats diversifiés et de formats interactifs pour que les messages se diffusent. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'écrit sur papier, ça peut être des mails plus courts, ça peut être des réseaux sociaux même extérieurs à l'entreprise, mais pour communiquer. Aujourd'hui, on est tous sur Instagram, on est tous sur LinkedIn. Les entreprises qui se servent de LinkedIn pour communiquer aussi en externe candidat des éléments intéressants de l'interne, ça peut aussi servir aux collaborateurs en fait. Et même, tu vois, ça me fait penser à une boîte que j'ai accompagnée, dont j'ai accompagné les directeurs marketing sur leur profil LinkedIn. Et en fait, dans les posts qu'ils partageaient, il y avait on avait décidé de parler beaucoup de leur management, de leurs collaborateurs, de leurs projets, et donc du coup, il y avait ils félicitaient aussi leurs équipes à travers ça. Il peut y avoir aussi, ça peut être un canal extérieur qui te permet de communiquer avec tes équipes. Pas pour tout, évidemment, pas pour tous les sujets, mais pour certaines choses, ça peut passer aussi par un canal qu'on n'imagine pas forcément. Un canal externe pour faire de la com interne. Complètement d'accord, ouais. Mais t'as raison, hein, je pense que oui, qu'il faut vraiment revoir peut-être la manière, même sur l'écrit, la manière dont on s'adresse aux gens, sûrement, et c'est intéressant le sujet de l'investissement, parce que moi je me dis tout de suite, après je prêche un peu pour ma paroisse, même quand je vends des prestations à des clients, mais ça ne sert à rien de faire quelque chose qui n'impacte pas, et c'est plus d'argent perdu au final. Donc le deuxième chose sur l'investissement, c'est que créer des contenus, il y a aussi un recyclage possible. Une fois que tu crées un format, un article, tu peux en faire des visuels facilement. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, on en discutait, Canva, Crello, il y a plein d'outils de faire des mini-visuels, des mini-vidéos, donc de diversifier les formats autour d'un même contenu pilier, qui permet vraiment de rationaliser un peu ton temps passé, d'optimiser ton temps passé et tes efforts sur un contenu, et le diffuser sous différentes formes pour qu'il atteigne les différentes sensibilités de tes collaborateurs. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils quand même qui nous permettent de créer du contenu avec beaucoup moins d'efforts qu'avant, quoi. Ouais. Et alors justement, on parlait de l'écrit et parfois de la ringardise et du manque d'impact des articles sur l'intranet. Toi, Jeanne, qui est quand même une experte de la rédaction de contenu et de l'écrit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques bonnes pratiques, peut-être certains secrets de rédaction pour être impactant à l'écrit? Experte, je sais pas, mais en tout cas, c'est ton métier en tout cas. C'est mon métier en tout cas. Déjà, la première règle, alors ça va faire un peu bateau, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est qu'il faut écrire pour être lu par ta cible. Donc on revient encore à la cible, mais la base du copywriting, donc d'écrire pour vendre, mais ça peut être écrire pour accrocher, écrire pour faire passer un message, ça peut être, le copywriting, ça sert plein d'objectifs, et ça nécessite absolument de connaître sa cible. C'est-à-dire, on peut pas passer outre.
ce travail sur la cible, c'est impossible, donc on peut pas faire l'économie de ce temps de travail sur à qui on parle. C'est déjà impossible. Après, on n'est pas obligé d'y passer non plus 2 mois et demi, et à un moment faut se lancer, et ça aussi faut ne pas hésiter au bout d'un moment à se lancer, et après à demander des feedbacks sur son contenu. Au niveau de l'écriture, est-ce que cette tournure, est-ce que cette formulation vous a plu ou pas? Donc ça, c'est un peu sur le process. Déjà, bien connaître sa cible, c'est indispensable. Ça donne des indications sur quel contenu elle consomme, savoir, voilà, qu'est-ce que tes collaborateurs lisent aujourd'hui, est-ce qu'ils écoutent des podcasts ou pas, est-ce qu'ils regardent des vidéos YouTube ou pas, voilà, en apprendre plus déjà sur les contenus qu'ils consomment et le style un peu d'écriture, par exemple, qu'ils peuvent lire et qu'ils aiment bien. Oui, c'est par exemple, si je prends l'exemple des nouveaux collaborateurs dans une entreprise, qui sont peut-être plutôt des jeunes, ce sont peut-être pas des grands amateurs de presse écrite, donc on va pas faire des articles. On peut bien sûr parfois avoir besoin de communiquer des choses à l'écrit. On va pas faire un article de 12 000 mots. On va peut-être faire un article de peu de mots, le scinder en plusieurs blocs, plusieurs sous-articles, quelque chose d'assez facile, et puis, comme tu disais tout à l'heure, prendre des idées principales de l'article et en faire des visuels, parce qu'on sait que c'est plutôt des consommateurs d'Instagram, par exemple, et donc de visuels voilà, assez qualitatifs, plutôt photos. Ouais. Ça peut être le fait de bien connaître sa cible, ça peut être de dire j'adapte la taille de mon article, le ton aussi, ouais, et derrière ce que j'en fais après, si je sais que ils vont peut-être pas le lire, ou alors il faut que je leur donne envie d'aller le lire à travers des formats un peu plus ludiques, type des posts Instagram ou des vidéos. Oui, complètement. Ok. C'est exactement ça. Et quand tu parles d'articles de 12 000 mots, je trouve ça intéressant parce que je pense que ça dépend vraiment aussi de quel message t'as décidé et quel message t'as décidé de passer et quel sujet tu vas aborder avec tes collaborateurs, parce que ça ne servira à rien pour moi, en tout cas c'est un avis personnel, mais d'écrire un article de 12 000 mots dans tous les cas qui parle de l'entreprise. C'est-à-dire que la personne ne le lira pas. Enfin, il faut une vidéo, si tu veux parler de ton entreprise, faire passer tes messages de vision, mission, il faut que ça soit un format court, impactant, de la vidéo, de l'audio, un court article, une courte newsletter avec des visuels, mais le seul contenu qui passe pour moi dans des formats longs, type un article long, c'est vraiment quelqu'un qui aide le collaborateur à résoudre une de ses problématiques. Il lira pas sur son ordinateur un article pendant 50 minutes qui ne l'aide pas, ou qui l'inspire pas, ou qui lui apporte pas quelque chose, ou ça peut être du plaisir, ça peut être juste du fun, etc. Mais quand même, tu passes pas 1 heure sur un article pour du fun. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'écrit pas sur le web de la même manière que un journal ou qu'un livre, parce que on n'a pas du tout la même pratique de consommation du web, que ça soit sur un ordi ou sur un téléphone. On y passe et il faut toucher la personne directement. Okay. Donc ça passe aussi par un style d'écriture qui est beaucoup plus parlé. Okay. C'est-à-dire en s'adressant à la personne. Alors en entreprise, on va pas forcément se poser la question du tu ou du vous, on va plutôt rester dans le vous, mais encore, ça pourrait être sur certaines boîtes plus petites. Moi, je l'ai jamais vu encore, mais ça peut être une règle qui est choisie, définie par l'édito, et de dire, on s'adresse aux collaborateurs avec le tu. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de s'adresser avec le vous. Dire par exemple, nous vous avons préparé ces 3 conseils dans la matinée, ou cette vidéo, plutôt que aujourd'hui, voici cette vidéo. Ça change rien, mais en fait ça change beaucoup. C'est complètement impersonnel. Communiquer à la forme active, pour toucher. Active, comme parler, comme si vous aviez la personne en face. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qui fonctionne. Alors après, on peut être plus ou moins à l'aise avec ce style d'écriture, et selon les cibles, ça va pas être forcément la bonne manière de communiquer. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, il faut quand même faire attention, notamment, moi je sais que déjà j'ai eu ces discussions-là pour viser des hauts dirigeants ou autres. Eux, ils sont pas habitués à ce type d'écriture, ça peut faire un peu bizarre de dire ça, donc c'est des pratiques qui sont quand même à la base tirées des pratiques anglo-saxonnes, mais qui fonctionnent bien en tout cas pour impacter la majorité des gens. Faire attention au format aussi, que ce soit la newsletter ou l'article, pas plus de 2-3 phrases par paragraphe, que ça soit agréable à lire, parce que sinon la personne passera pas plus de 30 secondes dessus. Ok. S'adresser directement au collaborateur, savoir qui il est, faire des phrases courtes, ouais, ou en tout cas des paragraphes assez courts.
pour que ça lui donne envie de lire et d'aller au bout de l'article? Il y a par exemple une technique de copywriting pour accrocher notamment qui passe bien, c'est le problème, agitation, solution. Pour accrocher un lecteur, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire qu'on lui parle une de ses problématiques. Je sais pas, il n'y a pas le temps de se former par exemple. On reste sur la partie formation. Sur la partie formation. Ensuite, on agite. Quelles sont les conséquences de le fait que vous pouvez pas vous former? Du coup, vous perdez vos droits à la formation. J'en sais rien, j'y connais. Je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais il peut y avoir plein de conséquences. Et ensuite, avec ce guide-là et cet article, vous pouvez passer. On vous donne vraiment les clés en 5 minutes pour que vous, et tout ce qu'on met en place pour que vous puissiez accéder à votre formation avant la fin de l'année, par exemple. Et en fait, en présentant, après, pour les gens que ça intéresse, il faut aller lire des choses sur le copywriting. Il y a plein de contenus gratuits en ligne. C'est vraiment, ça déborde de contenu. Il y en a plein. Et s'intéresser à ça, il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent d'accrocher aussi sur un format écrit court le lecteur. Ouais, ok, très clair. On arrive à la fin de notre conversation. Moi, il y avait un sujet qui me tenait à cœur d'aborder avec toi. C'est donc on a parlé de l'écrit, mais on a aussi parlé de diversification des contenus. Toi, comment tu vois un peu le futur de la marque employeur, j'ai envie de dire, en matière de pas tant de contenu, mais de médias? J'aimerais bien aussi ton avis là-dessus parce que je pense que t'explores pas mal le sujet aussi. Moi, le podcast me paraît une évidence dans le milieu pro comme perso, mais pro notamment. C'est le seul format qui lève l'objection « j'ai pas le temps ». Parce que tu peux faire autre chose à côté, donc c'est quand même, vu qu'on est tout le temps à courir après le temps, on n'a jamais le temps de rien. Pour moi, c'est vraiment un format qui va se développer, qui se développe déjà, mais qui va continuer vraiment à se développer sous plein de formats. Je pense qu'on va avoir peut-être podcasts de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, tout va exister, mais je pense qu'il va y avoir du podcast. Et après, des formats interactifs, tu vois, des choses qui permettent peut-être d'interagir, de prendre de la donnée aussi, en même temps, d'avoir des feedbacks, peut-être quelque chose qui permet à la fois de communiquer, de prendre des feedbacks, ça serait idéal en tout cas. Ok, très clair. Je te retourne la question, Sophie, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, parce que je sais que ça, c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, donc j'imagine que tu as peut-être des idées, ou en tout cas des envies. Ouais, pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, je partage complètement ton avis sur le podcast. C'est vraiment un média... et nos auditeurs sont pas surpris puisqu'on fait un podcast et qu'on aime ça. Mais je pense vraiment que c'est un média qui a sa place dans l'entreprise parce que c'est très agile, c'est très flexible comme média. Vraiment, l'audio nous permet aussi de rentrer un peu plus dans l'intimité des collaborateurs, qui est quand même ce qu'on cherche avec la communication interne et l'impact qu'on souhaite avoir. Quand je dis intimité, c'est qu'on est dans leurs oreilles, donc on les touche directement. Et puis ça nous éloigne aussi des écrans, dans une période d'ultra connexion partout, tout le temps, encore même avant le télétravail, mais avec le télétravail et cette période de Covid, on décolle plus nos yeux des écrans. Et pour moi, les podcasts, c'est une vraie source d'informations offline. Donc ça, j'y crois pas mal. Et ensuite, tous les supports qui permettent d'incarner. Enfin, je pense vraiment que la communication interne, à la fois des pratiques que j'ai pu voir qui fonctionnent et de ce que j'observe dans les grosses et moyennes entreprises qui attirent vraiment l'attention des collaborateurs, c'est vraiment quand c'est incarné, quand c'est le patron qui parle, le collègue qui parle. Tu disais quand on communique à la forme active, quand c'est je fais ça, tu fais ça, nous, vous, communiquons ceci, cela, quand c'est incarné, quand c'est humanisé. Voilà, moi je crois vraiment, et donc ça peut passer, et je pense aussi beaucoup par du multicanal, comme pour les clients finalement. Ça va passer par de l'écrit, ça va passer par de l'audio, ça va passer par de la vidéo, ça va passer par des supports photos aussi peut-être, par des canaux internes, mais aussi beaucoup par des canaux externes. On parlait de l'utilisation de LinkedIn, de l'utilisation d'Instagram, de l'utilisation des podcasts aussi externes. Je pense que les sphères pro et perso, finalement, d'utilisation des canaux pro et perso vont se mixer pour aller toucher le collaborateur, qui peut être aussi un client, qui peut être aussi un ambassadeur, etc. Les rôles vont se mixer un petit peu. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis sur le collaborateur qui peut être un client, inversement, c'est qu'en plus les deux ont vraiment
la marque employeur a de l'impact sur les clients. Il y a eu un exemple il y a pas longtemps avec la marque Louis Vuitton, je crois, qui s'est fait dénoncer sur Balance Startup, et qui a dénoncé donc tous les salariés dénonçaient toutes les salariés plutôt dénonçaient des pratiques managériales, du harcèlement moral, sexuel au travail en non-stop, etc. à côté justement un site qui défend des valeurs hyper jolies, et ça, il y a eu un déferlement de clients, une espèce de ils ont perdu je sais pas combien d'abonnés sur leur marque en très peu de jours. Ça a impacté leur business, mais directement. Et c'est un bel exemple d'interdépendance un peu de toutes ces marques. En fait, il y a une marque, il faut qu'elle soit cohérente, elle a différents objectifs, différentes cibles, mais elle doit être cohérente dans tous les cas. Exactement. On s'arrête là ? Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. C'était un plaisir de partager ce podcast avec toi. Et moi aussi, Jeanne. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? J'espère que ça vous donne envie de créer une marque employeur en interne et en externe impactante. À ce propos, je voulais aussi vous annoncer que Chef évolue. Après bientôt 20 épisodes de podcast, j'ai pu mesurer la puissance de transformation de l'audio. Pour mes invités, pour les entreprises de mes invités, pour mes auditeurs aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages de remerciements suite à la diffusion des épisodes, et je vous en remercie beaucoup. Alors j'ai décidé de mettre mon énergie au service des entreprises pour créer des podcasts d'entreprise et de marques employeurs, pour accompagner les entreprises dans leur transformation et pour diffuser les meilleures pratiques de management interne en externe. Si cette offre vous plaît et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter directement, je vous mets tous les liens en commentaire de l'épisode. J'espère vraiment avoir le plaisir de créer prochainement votre podcast d'entreprise. À très bientôt!